Et pour en parler, nous sommes avec Carbon de 16, avocat au barreau de Paris. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. Une vidéo choc qui semble à peine croyable quand on regarde les faits. Une première réaction? Bonsoir madame. Oui, la première réaction, c'est que heureusement qu'il y avait des caméras de surveillance parce que sinon, le dit Michel partait dans une procédure mensongère mais qui aurait abouti. Effectivement, vous dites heureusement que c'était filmé. Beaucoup a vu dans cette affaire l'occasion de rappeler, en tout cas pour les anti-article 24 de la loi de sécurité, à quel point il était indispensable de filmer les policiers. C'est votre avis aussi aujourd'hui? C'est une illustration de la nécessité de contrer cette loi qui a été, je le rappelle, votée à l'Assemblée nationale déjà. Alors d'abord, c'est l'illustration d'une mauvaise pratique, c'est celle de produire au procureur de la République des procès-verbaux mensongers, sciemment erronés, falsifiant la vérité, et donc de commettre des faux en écriture publique. Et ces faux en écriture publique sont considérés par la loi française comme des crimes. Donc ça n'est pas anodin comme méthode. La deuxième conclusion à en tirer, c'est que cette façon de procéder jette la suspicion, sinon l'opprobre, sur la façon dont sont rédigés les procès-verbaux d'interpellation. Avec cet après-midi des excuses de la part de certains syndicalistes, pas tous, qui étaient surprenantes. Par exemple, le fait de dire qu'il ne portait pas son masque, mais le fait de ne pas porter un masque est une contravention. Donc, une contravention n'autorise pas, en cas de flagrant délit, à rentrer chez les gens. De même qu'on a entendu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il était défavorablement connu des services de police. Mais en quoi ça autorise une interpellation qui relève de l'illégalité la plus complète? Donc, si vous voulez, j'ai trouvé que autant ce débat est intéressant, autant les arguments qui étaient avancés sonnaient comme autant d'aveux. Concernant l'article 24, c'est une illustration supplémentaire du fait que, de toute façon, ce qui se passe sur la voie publique doit pouvoir être capté comme image et qu'il n'y aurait aucune raison pour que l'État puisse surveiller l'ensemble de la population avec des drones et que la population ne puisse pas filmer la façon dont interviennent les forces de l'ordre. Et je crains que cette affaire ne produise un sentiment d'insécurité chez beaucoup de gens qui se trouvent en présence des gardiens de la paix, ce qui est extravagant. Alors effectivement, l'enquête a été ouverte contre les 3 policiers qui ont été suspendus, on le rappelle, pour violence également et faux en écriture. Que faut-il faire justement? Vous parliez des PV, des procès-verbaux qui sont rédigés. L'homme est tout d'abord accusé d'outrage et rébellion. Comment contrer justement ce type de fausses informations? Je crois qu'il y a un travail d'abord qui est fait par l'IGPN, et ça on peut s'en réjouir. Mais si vous voulez, le malaise qui va naître à l'issue de cette procédure, c'est qu'il y a 3 lampistes qui vont payer et que les méthodes n'auront pas changé. Et ça, c'est la responsabilité du politique. C'est de bien marquer son autorité et de ne pas laisser les syndicats de police empiéter sur son autorité. La difficulté, c'est que M. Darmanin, à l'invitation des syndicats de police, a voulu envoyer un signal d'impunité aux forces de l'ordre. Eh bien, on voit chez ceux qui sont tentés d'abuser de ce sentiment d'impunité ce que ça produit dans les faits. Et pour une affaire... C'est étonnant ce que vous nous dites. Vous nous dites que ce sont des lampistes, ils se sont quand même acharnés. Et effectivement, ça semblait comme un règlement de compte. Plusieurs coups, une vingtaine, je crois. Est-ce que dans ces cas-là, on entend votre idée, mais est-ce que le politique est vraiment responsable? Oui. Je crois. Je vous remercie de souligner que mon idée n'était pas d'exonérer leurs responsabilités. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient droit à un procès équitable, ces 3 policiers. Or, il y a 2 procédures engagées. Une procédure disciplinaire
qui va amener à leur révocation de la police nationale, très vraisemblablement. Gérald Darmanin qui vient de demander leur révocation à l'instant chez nos confrères de France Télévisions. Mais bien sûr, si vous voulez, l'autorité, leur hiérarchie va vouloir sacrifier ceci pour mieux masquer cela. Et le cela, c'est sur quoi vous m'interrogiez, c'est-à-dire quel est le climat qu'il conviendrait de modifier pour éviter qu'on ait de tels excès fort regrettables commis à l'avenir. Alors, les excès, vous ne les éviterez jamais. Mais par contre, ce que l'on peut commencer à pondérer, c'est le mauvais signal envoyé par le ministère de l'Intérieur à ses troupes. C'est-à-dire un signal du tout sécuritaire, quoi qu'il en coûte. Vous voyez, actuellement, il y a une mauvaise musique qui s'instaure, qui vise à dire que les libertés publiques doivent passer au second rang après la sécurité et que pour garantir la sécurité, tout moyen est bon au fin d'arriver au résultat. Et à quoi on arrive en introduisant cette confusion dans les consignes qu'on donne aux forces de l'ordre? On arrive à de l'insécurité, à une insécurité, comme je le disais tout à l'heure, en présence des forces de l'ordre. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, ça se prolonge maintenant et entre-temps, beaucoup d'épisodes malheureux se sont produits, mais aussi une insécurité quant à la crédibilité des enquêtes, parce que précisément, elles reposent sur des procès-verbaux dont la véracité va être relue à l'aune des événements qui se déroulent. Merci Carbon de Cèze d'avoir été avec nous en direct sur RT France.